Alors, à quel moment, quel est le bon moment pour reprendre? Alors c'est difficile à déterminer, ça dépend vraiment de chaque personne. On sait en revanche qu'il ne faut pas reprendre trop tôt, après la fin des traitements, et qu'il ne faut pas trop attendre non plus. Donc il faut trouver un juste équilibre au niveau du temps. Mais qu'on conseille, mes collègues, et moi-même, dans le cadre de cette consultation, eh bien, c'est de s'accorder un temps de convalescence, un temps de repos, et il faut bien considérer que ça n'est pas du temps perdu. C'est du temps pour soi, c'est du temps qui va servir à se ressourcer, à récupérer sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique, et ça va vous permettre aussi de percevoir un petit peu où vous en êtes, de percevoir un peu vos capacités. Vouloir reprendre le travail signifie pas toujours pouvoir reprendre, et ce temps de repos va vous permettre de reprendre vos activités quotidiennes et un petit peu de faire le point et de pouvoir évaluer quelles sont vos capacités, mais aussi quelles sont vos limites, notamment par rapport à la fatigue, par exemple. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, et c'est vrai qu'il est important de ne pas surestimer ses capacités parce que le risque à ce moment-là, c'est vraiment d'arriver à un épuisement physique, mais aussi psychologique. Donc ce temps, vraiment, il faut le mettre à profit pour prendre soin de soi. Beaucoup de personnes, tirent d'importants bénéfices des soins de support qui peuvent être proposés, et tout ça peut vous permettre, au moment de reprendre le travail, eh bien, d'être plus disponible pour cette reprise et donc plus efficace. C'est vrai qu'il y a une valeur thérapeutique dans la reprise du travail, et on sait que chaque personne a une motivation différente pour reprendre. Ça peut représenter une victoire sur la maladie. Ça permet de reprendre un petit peu le contrôle aussi sur le cours de sa vie. Travailler est aussi une activité naturelle ou normale. Ça fait partie de nos habitudes de vie. Et pour d'autres personnes encore, eh bien, elles peuvent, s'ennuyer à la maison et se sentir un peu isolées, et elles ont besoin de reprendre le travail pour, être en contact, pour, avoir des liens sociaux aussi avec, des collègues, des clients, des patients, enfin, voilà. Il y a aussi une dimension sociale très importante au travail. Alors, j'imagine que pour la reprise du travail, vous proposez des conseils. Alors, moi, c'est la question que j'aurais posée, c'est quels conseils vous proposez pour préparer la reprise du travail? Je pense que le docteur Rollin pourrait répondre. Oui, je pense que, par rapport à ce qu'on vient de dire sur, donc cette période d'après les traitements, où il faut un temps de convalescence, eh bien, c'est aussi un temps de préparation de cette reprise du travail, et la clé vraiment, c'est qu'il faut que ce soit préparé, cette reprise, pour que alors la préparation, c'est à différents niveaux, et puis ça va dépendre de chacun. Il y a des personnes qui auront besoin d'une toute petite préparation, on va dire, et puis d'autres où c'était plus compliqué, par exemple, avant au travail, où on aura besoin de mettre en place plus de choses pour préparer. Alors, concernant le travail, on a vraiment voilà, des choses à préparer et des choses qu'on peut solliciter qui dépendent vraiment des statuts. Je pense, voilà, on peut être, dans différentes situations, on peut être chercheur d'emploi. Il y a des dispositifs qui existent pour, retrouver des choses pour retrouver un emploi quand on n'en a pas et qu'on a été malade. Donc il y a des choses qui existent. Quand on est travailleur indépendant, il y a des choses. Quand on est salarié, quand on est de la fonction publique, etc. Donc il y a différents dispositifs qui existent, et souvent, les patients ne sont pas forcément au courant de ça. Alors on a prévu avec, Camille de faire un petit focus sur différents aspects qu'on peut mobiliser dans le travail, même si on ne peut pas être exhaustif, parce que vous avez vu, ça dépend vraiment de plein de paramètres, dans quelle situation on se trouve. Mais on a essayé de sortir quelques points un peu communs, pour illustrer les dispositifs qui existent. Donc, je pense que la question, c'est ouais, c'est par où commencer, quoi. Tout à fait. Je dirais que pour commencer, solliciter une visite de pré-reprise par le médecin du travail peut être un bon début. Cette demande de rendez-vous auprès du médecin du travail se fait à votre demande, et surtout, rassurez-vous, ça ne précipite pas pour autant la reprise. Le rôle du médecin du travail, c'est d'évaluer, la santé de l'agent, d'évaluer aussi les contraintes du poste de travail. Les contraintes organisationnelles, les horaires de travail, le travail de nuit, les trajets, les contraintes chimiques,
s'il y a des produits dangereux, par exemple, ou biologiques, l'exposition à des microbes ou virus. Et les contraintes aussi psychologiques, la charge mentale, le contact avec le public. Le médecin du travail peut se mettre en rapport avec l'employeur aussi pour préciser les différentes contraintes du poste et effectuer une étude de poste sur le lieu de travail aussi. À partir de son évaluation, il peut effectuer des recommandations qui, avec votre accord, pourront être transmises à votre employeur. Votre employeur pourra réfléchir au plus tôt à la mise en œuvre et à la faisabilité de ces préconisations. Les préconisations faites par le médecin du travail peuvent être de différents types, des aménagements ou des adaptations du poste de travail, des préconisations aussi de reclassement ou des formations professionnelles à organiser. Pour les chercheurs d'emploi ou les indépendants qui n'ont pas accès à un service de médecine du travail, vous pouvez préparer votre prise auprès du service social de l'assurance maladie. Car en effet, les chercheurs d'emploi ont accès à la protection maladie universelle, donc ils sont rattachés au régime général de l'assurance maladie. Et depuis le 1er janvier 2020, les indépendants sont rattachés au régime général également par le biais de la SSI, la Sécurité sociale des indépendants. Il s'agit de l'organisation qui a été mise en place pour la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants. Ça remplace l'ancien RSI. Et ça fait partie intégrante du régime général de la sécurité sociale. Voilà. Donc, pour en revenir à la visite de pré-reprise, vous pouvez aborder avec le médecin du travail une reprise du travail à temps partiel. Cela s'appelle le temps partiel thérapeutique. C'est un aménagement temporaire du temps de travail avec un temps d'activité qui est variable et qui peut évoluer dans la durée. Vous pouvez commencer à 50%, puis ensuite 60, 80% pour arriver à temps plein. Le temps travaillé est rémunéré en salaire et le temps d'arrêt de travail est rémunéré en indemnité journalière. C'est le médecin traitant qui en fait la demande en cochant la case dédiée sur l'arrêt de travail. C'est un dispositif qui permet la réadaptation professionnelle en faisant attention à votre état de santé et en limitant la fatigue. Par contre, si la reprise du travail n'est pas envisageable pour le moment, on peut revoir ensemble un petit peu les droits communs. Pour les agents salariés de la fonction publique, vous pouvez prétendre à un arrêt de travail, le congé de maladie ordinaire, qui lui est de 3 mois à salaire plein et 9 mois à mi-traitement. Et ensuite, vous pouvez demander un congé longue maladie qui dure, lui, 3 ans maximum, 1 an de salaire à taux plein et 2 ans à mi-temps. Et au bout d'1 an du congé longue maladie, si la pathologie fait partie d'une certaine liste, vous pouvez demander le congé de longue durée qui, lui, est de 5 ans maximum, 2 ans à temps plein, 2 ans à taux plein et 3 ans à mi-temps. À l'épuisement de la durée du congé longue durée, ou si la reprise de votre ancien emploi n'est pas possible, le conseil médical peut statuer sur un reclassement, une mise en disponibilité d'office ou une admission à la retraite pour invalidité. Concernant les agents salariés du privé ou les contractuels, on va revoir aussi les droits communs. Vous avez un droit à l'arrêt maladie de 3 ans. C'est 6 mois de salaire plein et 2 ans à demi-traitement. Et après la fin des droits à l'arrêt maladie pour les salariés qui travaillent dans le privé ou les agents non titulaires, il y a d'autres dispositifs mobilisables. En effet, une maladie peut entraîner une réduction de la capacité de travail durable. Et pour compenser la perte de salaire, il est possible de demander une pension d'invalidité auprès de la sécurité sociale. C'est le médecin conseil qui va le déterminer. Les conditions pour en bénéficier, c'est ne pas avoir atteint l'âge de départ à la retraite, avoir une capacité de travail ou de revenu réduite d'au moins 2/3, être assuré social depuis au moins 12 mois, ou avoir cotisé au moins 2030 fois le SMIC horaire et avoir travaillé 600 heures au cours des 12 derniers mois. Bon. Si vous ne faites pas la demande vous-même de cette pension d'invalidité,
Pendant l'arrêt maladie ou à la fin des 3 ans de droit à l'arrêt maladie, le médecin conseil de la CPAM, de la Sécurité sociale, va vous contacter pour évaluer votre état de santé. Si vous ne pouvez pas reprendre votre ancien travail à 100%, il va évaluer votre taux d'invalidité et vous diriger dans une des 3 catégories suivantes. S'il estime une capacité de travail réduite, il vous positionne en invalidité de catégorie 1 et vous percevez une pension de 30% de votre salaire qui est calculée sur les 10 meilleures années, ce qui peut permettre par exemple de pérenniser un temps partiel. S'il estime une incapacité de travail ou de devoir reprendre une autre activité professionnelle, il vous positionne en invalidité de catégorie 2 et vous percevez une pension de 50% de votre salaire. Enfin, s'il estime que vous avez besoin de l'aide d'une tierce personne dans la vie quotidienne, vous êtes positionné en catégorie 3 et vous percevez une pension de 50% de votre salaire et une majoration pour la prise en charge de la tierce personne. La pension d'invalidité évolue en fonction de la situation. Elle peut être révisée, suspendue, supprimée en fonction de l'évolution de l'état de santé ou de votre activité professionnelle. Et en fonction des ressources, il est aussi possible de demander une allocation supplémentaire d'invalidité. En tout cas, quelle que soit la catégorie d'invalidité attribuée, la reprise d'une activité professionnelle reste possible, soit dans son entreprise précédente, par des aménagements de poste ou un changement de poste au sein de votre entreprise. Il y a aussi la possibilité d'un contrat de rééducation professionnelle qui est signé entre la CPAM et l'employeur pour une reconversion au sein même de l'entreprise. Il y a aussi la possibilité de reprendre un emploi plutôt dans un autre domaine. Et là, on parle plutôt d'une réorientation professionnelle qui peut être accompagnée par différents organismes comme Cap Emploi ou même Pôle emploi. Enfin, je voulais vous dire en parallèle, il est vraiment important de se poser la question de faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH, de la Maison départementale des personnes handicapées. Cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, RQTH, c'est une reconnaissance des séquelles du cancer laissées sur votre santé et qui a une conséquence sur votre capacité de travail. Ce n'est pas une aide financière. Cette reconnaissance est avant tout une aide au maintien à l'emploi, que ce soit par le biais d'accès à des organismes financeurs pour du matériel adapté ou pour des organismes de formation pour une reconversion. Ils peuvent également financer un bilan de compétences. Et dans certaines entreprises, la RQTH apporte des droits aussi aux congés supplémentaires pour les rendez-vous médicaux, par exemple. C'est un dossier qui a constitué auprès de la Maison départementale des personnes handicapées dont la réponse n'est apportée qu'à vous. Et c'est à vous de donner l'information de votre connaissance à votre employeur ou non. Voilà. Donc je pense que le docteur Rollin peut... Oui, vous voyez, le temps qu'on a passé à vous expliquer tous ces dispositifs, c'était qu'on voulait vous donner des exemples pour dire qu'il existe plein de choses sur la préparation de la reprise, de dispositifs à mettre en œuvre et que c'est très technique. Vous voyez, il y a des critères, des catégories, etc. Je pense que l'objet d'aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer dans le détail et d'avoir saisi tout ce qu'on a dit là. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est que les mots sont très forts. Quand on parle de handicap, après une maladie comme celle-ci, quand on parle de handicap, c'est pas ça qu'on voit, alors que dans le travail, le mot travailleur handicapé représente vraiment quelqu'un qui a une gêne dans son travail liée à son état de santé. Et voilà, ces mots-là devraient être changés. Quand on parle d'invalidité, qui permet quand même d'avoir un dispositif qui nous permet de travailler à temps partiel, alors que spontanément, quand on dit je vais avoir une invalidité, on peut se dire ben non, je ne vais plus travailler. Or, c'est faux. Donc, ce qu'on voulait faire passer comme message, c'est qu'il existe pas mal de dispositifs, que c'est très technique et qu'il ne faut pas s'arrêter au
mots parce que souvent, quand on ne connaît pas, on pourrait avoir tendance à dire non, non, ça ne me correspond pas, je ne suis pas du tout dans cette situation-là, alors que ce sont des mots réglementaires, historiques, etc., on se bat pour les faire changer, mais c'est très long. Donc, le conseil qu'on pourrait donner finalement dans cette préparation de la reprise, c'est de rencontrer des professionnels qui vont pouvoir expliquer ce dont on a besoin au bon moment. Et on voit bien que ça dépend. Si on est fonctionnaire hospitalier, qu'on soit titulaire ou qu'on soit contractuel, c'est différent. Si on est chercheur d'emploi, c'est des choses complètement différentes. Si on est salarié du privé, ce n'est pas la même chose. Donc vraiment, c'est le message qu'on voulait faire passer, c'est qu'il existe des choses. Adressez-vous aux professionnels et on va revoir après à qui. Mais en tout cas, ne restez pas seul dans ces situations-là. Un autre aspect de la préparation, c'est aussi un peu plus personnel. Finalement, qu'est-ce qu'on va dire dans son entreprise quand on va reprendre le travail? Qu'est-ce qu'on va dire de cette période d'absence? Alors, on n'a aucune obligation de dévoiler son état de santé. On peut très bien reprendre le travail. Je pense à quelqu'un qui serait chercheur d'emploi. Eh bien, on n'a aucune obligation de dire qu'on a été en arrêt de travail pendant sa recherche d'emploi. Cependant, il y a des personnes que ça gêne et qui ont envie d'instaurer un climat avec l'employeur et qui souhaitent parler de quelque chose, de leur maladie. Donc, c'est quelque chose à travailler au départ, bien avant la reprise. Qu'est-ce qu'on dit finalement à son employeur de cette absence? Qu'est-ce qu'on dit aux collègues? Par exemple, tout le monde peut être aussi au courant de la maladie parce qu'on l'a expliqué quand on est en arrêt. Voilà, on a expliqué. Et quand on reprend, tous les collègues vont demander comment ça va. Qu'est-ce que je vais dire à ce moment-là? Pour ne pas se trouver dans l'émotion, de réfléchir sur le moment, qu'est-ce que je vais dans le détail, je ne vais pas dans le détail, je dis rien. Donc, préparer ces éléments-là, c'est important aussi. Je pense aussi aux personnes qui ont des clients j'ai le souvenir de patients qu'on a accompagnés et qui me racontaient que les clients ne la reconnaissaient pas parce que sa coiffure avait changé, etc. Ou des clients qui ont été maladroits, qui ne savaient pas du tout que la personne avait été absente pour raison de maladie et qui avaient eu des remarques inappropriées parce qu'elles ne savaient pas. Donc, préparer cet aspect-là aussi, ça peut être un conseil important parce que cette période de la reprise, eh bien, elle peut être chargée d'émotions et plus on a préparé les choses, plus ça se passe naturellement. Autre chose dans les conseils qu'on peut apporter, c'est quand on prépare la reprise, on a parlé tout à l'heure de temps partiel thérapeutique, c'est-à-dire on travaille à mi-temps et on est payé à plein temps. C'est comme si on était en arrêt de travail à mi-temps. Donc, c'est possible dans un certain nombre de cas, pas pour tout le monde, mais après, il faut regarder les cas particuliers. Ce temps partiel thérapeutique doit être accepté par l'employeur parce que c'est un changement d'organisation de l'entreprise. Donc, il peut, dans certains cas, l'organisation de l'entreprise peut faire qu'on ne peut pas reprendre à temps partiel thérapeutique. J'ai en tête, par exemple, une entreprise qui faisait pour des chauffeurs routiers qui ne faisaient que des grandes distances. On n'a pas pu organiser une reprise en 3h30 de travail par jour parce que les déplacements à faire étaient trop longs et donc on comprend que dans l'organisation de l'entreprise, ça ne pouvait pas se mettre en place. Donc, il est important, dans cette préparation de la reprise, à côté des professionnels qu'on va avoir rencontrés, c'est aussi de rencontrer, quand on est salarié, de rencontrer son employeur et de voir comment on va reprendre. Quand on reprend à mi-temps, il est évident qu'on ne doit pas faire la quantité de travail qu'on avait avant, la mettre dans un mi-temps. Donc, d'avoir un rendez-vous où on se pose pour voir comment on va organiser les choses, par exemple, refaire la liste des tâches et puis dire on n'en prend que la moitié, plutôt que de se dire je vais faire tout, mais à moitié, et puis ça va être géré par les collègues.
prendre un temps pour se poser, pour se dire comment on va organiser le travail, c'est un temps de gagner pour la suite. Et puis, ce qu'on conseille aussi, c'est au moment de cette préparation de dire: «Voilà, ça va s'organiser comme ça à la reprise, mais on prévoit dès maintenant une sorte de bilan au bout de 3 semaines, 1 mois de la reprise, pour voir comment ce qu'on avait prévu s'est finalement organisé». Parce qu'on sait bien que parfois dans le travail, on choisit une organisation et puis dans la réalité, bah, c'est pas si facile que ça. Donc de réajuster les choses au bout de 3 semaines, 1 mois, c'est intéressant. Ce qui est important, c'est d'avoir prévu d'avance ce rendez-vous de bilan pour ne pas avoir, au bout de 3 semaines, 1 mois, à solliciter son employeur en disant: «S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait trouver un petit créneau parce que, je voudrais qu'on revoie, finalement, c'est compliqué» et cetera. Si tout est prévu d'avance, c'est toujours, plus facile à organiser si l'employeur, peut se préparer lui-même, voilà. Tout ça, ça peut être des petits conseils, des petites astuces qu'on a remarquées, en fait, au fil du temps dans la consultation et des petites astuces qui sont importantes pour cette reprise du travail. Donc, est-ce qu'il y a des, c'est une question aussi voilà, que j'ai déjà entendue. Est-ce qu'il est possible d'être licencié quand on est en arrêt de travail? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent et la réponse est oui. Malheureusement, il existe une possibilité de licenciement, hem, par l'entreprise dès lors que l'arrêt de travail désorganise l'entreprise. Donc ça, c'est une chose importante. On a parfois l'impression d'être protégé par cet arrêt de travail. Alors ça peut être vrai dans des situations, comme, des reconnaissances en maladie professionnelle où là, le licenciement ne peut avoir lieu. Mais sachez qu'effectivement, lors d'un arrêt de travail, il existe une possibilité de licenciement par l'employeur si, il justifie que son entreprise est désorganisée par cette absence. Je suppose que c'est quand même encadré, il y a un cadre, Oui, il y a un ouais, cadre réglementaire très réglementaire, très précis. mais cette Mais c'est, situation peut arriver, peut donc c'est arriver. une possibilité, Oui. c'est une possibilité. Alors imaginons aujourd'hui c'est ma première journée, j'arrive sur mon lieu de travail, ma reprise elle va se passer comment? Alors, heu, la reprise, si on est salarié, déjà, il y a un nom de il y a quelque chose qui vraiment, concrétise la reprise, c'est la visite de reprise avec le médecin du travail, quand on est salarié. C'est quelque chose d'obligatoire, c'est un dispositif qui existe, dans le privé dès lors qu'on a été absent plus de 60 jours, l'employeur a l'obligation d'adresser la personne en visite de reprise. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la visite de reprise. Elle a lieu dans les 8 premiers jours de la reprise et là, le médecin du travail va pouvoir se prononcer sur, est-ce que la personne peut reprendre son poste? Est-ce qu'elle est apte? Est-ce qu'il recommande des aménagements particuliers? Donc il fait des préconisations, auprès de l'employeur. Par exemple, il va préconiser de travailler à mi-temps. Ça peut être une préconisation. Il peut préconiser aussi de, par exemple, limiter les déplacements, il peut préconiser de limiter le port de charges lourdes, pendant tant de temps et cetera et ça, c'est transmis. Vous voyez que dans la formulation que j'utilise, quand on rencontre le médecin du travail en visite de reprise, on lui communique notre état de santé et lui va traduire finalement sous une forme de préconisation, l'état de santé. Par exemple, il va dire: «Pas de port de charges lourdes» ou il dira: «Pas de port de charge de plus de 15 kilos», par exemple. Mais il va pas dire parce que la raison médicale, il a le secret médical. Donc il va dire: «Pas de port de charge de plus de 15 kilos», mais on ne saura pas si c'est parce qu'on a été opéré du bras ou parce qu'on a eu une tendinite ou parce qu'on a eu un autre problème de santé. Il n'y aura que cette préconisation. L'employeur qui reçoit cette préconisation a l'obligation d'adapter le poste de travail de la personne. S'il ne peut pas l'adapter,
parce que dans son entreprise, ça n'est pas faisable. Je pense par exemple on va prendre quelqu'un qui serait salarié couvreur, par exemple, et si je disais ne doit pas travailler en hauteur, par exemple, eh bien l'employeur pourrait dire je n'ai pas le moyen dans ma petite entreprise où je n'ai qu'un salarié de faire travailler cette personne-là au sol. Après, on discute avec l'employeur pour voir s'il y a des solutions, par exemple, pour mettre en sécurité, travailler en hauteur quand même, mais sur des échafaudages sécurisés, etc. Et il y a des outils qui existent pour justement financer ces aménagements de poste pour maintenir au travail les personnes. Donc, on a finalement cette rencontre avec le médecin du travail pour les salariés qui est très importante parce qu'elle donne le cadre de la reprise. Alors, j'insiste quand je reviens sur la préparation de la reprise, parce que vous voyez que si une personne, un couvreur reprend le lundi matin, que le médecin du travail rencontre cette personne-là le lundi matin et qu'elle dit le lundi à 11 heures à l'employeur, il faudrait aménager le poste pour que monsieur ne travaille pas en hauteur, c'est un peu trop tard pour qu'on aménage et qu'on mette en place les financements, etc. Donc, c'est important d'avoir anticipé, et on a parlé tout à l'heure de rencontrer le médecin du travail en visite de pré-reprise. Donc, si tout ça est bien organisé, qu'on aménage le poste, etc., il faut savoir quand même que les premiers jours, ce sera quand même difficile. Et ça, il faut en être conscient. On dit habituellement que les 3 premières semaines, moi j'ai l'image finalement d'un train qu'il faut monter dedans et qui ralentit un petit peu pour prendre la personne, mais le cours du travail continue et donc il continue assez rapidement. Donc surtout, c'est un peu difficile au départ, donc c'est pour ça que généralement, tout dépend du poste de travail, mais généralement on recommande de commencer par une demi-journée de travail et pas une journée complète parce que voilà, au niveau de la concentration, etc., plein de nouvelles informations et souvent on sous-estime ça, on a l'impression que c'est toujours plus difficile que ce qu'on avait pensé. C'est les retours que l'on a. Donc, s'accrocher surtout, pas de panique. C'est normal au départ de perdre un tout petit peu pied. Les choses ont changé. Souvent, on a été absent longtemps. Il faut se concentrer, reprendre un rythme, etc. Et ça va mieux au bout de 3 semaines en général. Et voilà, c'est le conseil que je donnerais au moment de la reprise, c'est de ne pas être prêt tout seul, de l'avoir préparé, d'être informé que ça va être un peu difficile, mais qu'il faut tenir. Et que si c'est bien préparé, normalement, après, progressivement, on adapte les choses. On allège certaines préconisations. On peut augmenter le temps de travail. Par exemple, on peut commencer à travailler à 50%, puis au bout d'un mois à 60%. On peut ajuster de façon personnalisée les recommandations à la situation. Vous voyez que si je donne des préconisations pour un chauffeur routier, par exemple, en tant que médecin du travail, et un chauffeur routier qui va faire beaucoup de routes et qui va partir dans une autre région, ça ne sera pas la même chose qu'un salarié qui va être secrétaire et qui va travailler juste à côté de chez lui. En termes d'organisation, de recommandations personnalisées, ce sera un petit peu différent. Le conseil qu'on peut donner aussi, c'est que pendant l'arrêt de travail, c'est d'essayer de garder un lien avec le travail. C'est-à-dire que de ne pas être trop loin du travail, ça permet de le reprendre plus facilement. D'avoir gardé ce lien, ça permet d'avoir une discussion plus simple, plus naturelle en général avec ses collègues, avec son employeur, etc. J'ai insisté sur l'impact que ça peut avoir cette reprise et cette espèce de découragement qu'on peut avoir les premiers jours. J'insiste beaucoup là-dessus, il faut s'accrocher et pourquoi pas être accompagné à ce moment-là. Et nous, dans la consultation, c'est Madame de Blazy qui assure notamment cet accompagnement et cette préparation des premiers jours.
Et on s'est bien aperçu que de préparer ça, ça faisait que ça passait quand même beaucoup plus facilement. L'autre élément important, c'est de préparer sur le plan physique. Et on a des dispositifs, on a parlé des soins de support et notamment de l'activité physique adaptée. Ça nous semble très important et ça a été montré que si on fait de l'activité physique, eh bien, ça prépare déjà cette reprise du travail en reprenant des horaires, en reprenant contact avec d'autres personnes, en, sur le plan physique, de remobiliser, sur le plan musculaire, etc., d'avoir un réentraînement, mais avec un coach qui est sensibilisé à la maladie, ça peut vraiment être quelque chose d'important pour cette reprise. Voilà schématiquement ce que je vois de ces premiers jours de la reprise. Voilà comme, ce que nous racontent les patients qu'on suit habituellement. Donc, déjà, ça fait pas mal de conseils, mais est-ce que Madame de Blazy, elle a d'autres conseils, vus avec une vision un peu... Je peux effectivement compléter ce que vient de dire le docteur Rollin. C'est vrai que c'est très important de maintenir le lien autant que possible, hein, bien sûr. Ça reste un choix tout à fait libre, mais effectivement, ça permet plus facilement de revenir au travail. Ça facilite vraiment le retour. Alors, il s'agit de garder contact avec au moins quelques personnes, des collègues avec qui vous travaillez depuis longtemps, des personnes en qui vous avez confiance, votre supérieur. Tout ça va vous permettre de rester informé, de rester en contact un petit peu avec la réalité de votre environnement de travail qui aura nécessairement évolué en votre absence. Bien souvent, il va y avoir des changements, peut-être dans votre équipe, peut-être de localisation, des déménagements, du nouveau matériel, la mise en place de nouvelles procédures, un changement de logiciel, ça c'est assez classique, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Donc, il y a beaucoup de changements qui interviennent en votre absence et garder ce lien peut vous permettre d'éviter de perdre un petit peu ce contact avec la réalité actuelle de votre environnement de travail. Alors, il y a plusieurs façons de maintenir ce lien. Il ne s'agit pas seulement de se rendre sur son lieu de travail, il n'y a pas nécessairement besoin de se rendre sur place, mais il peut être intéressant pendant l'arrêt de co-définir aussi avec ces personnes quand, comment vous allez communiquer. Est-ce que on peut s'envoyer des SMS ou plutôt des mails? Est-ce que je peux vous contacter par téléphone? On peut aussi, voilà, participer à des événements qui ont lieu sur le lieu de travail. Vous voyez, il y a tout un tas de façons effectivement de maintenir ce lien qui peuvent être mises en place. Donc là, voilà, il faut faire appel à votre créativité et à celle de votre entourage professionnel. Concernant la fatigue, qui est effectivement majorée au moment de cette reprise du travail et qui peut parfois entraîner ce sentiment de découragement qu'évoquait le docteur Rollin, eh bien, des études ont montré que l'activité physique adaptée, donc il ne s'agit pas de sport, puisque c'est vrai que le sport fait plutôt appel à une notion un peu de performance, de compétition. Donc là, il s'agit plutôt de bouger, en fait, effectivement, d'avoir une activité physique. Ça peut être marcher, voilà, faire tout un tas de choses, mais des études, en tout cas, ont montré vraiment que ça réduisait la perception de la fatigue des personnes qui pratiquaient régulièrement une activité physique adaptée. Ça a un impact aussi très important pour diminuer le risque de récidive, autour de 40% de diminution de ce risque. Et puis, on a évoqué rapidement un petit peu ces difficultés cognitives, puisque beaucoup de personnes nous rapportent avoir des difficultés à se concentrer, à avoir des trous de mémoire. Certaines personnes ont du mal à planifier, s'organiser. D'autres encore vont chercher leurs mots, par exemple. Donc, ça peut se manifester de manière très différente selon les personnes. Et l'activité physique a aussi un impact très positif sur les performances cognitives et permettent d'améliorer effectivement tous ces troubles, toutes ces difficultés qui peuvent être un petit peu invalidantes au moment de la reprise du travail. Et puis l'accompagnement psychologique, effectivement, il est important, si vous avez déjà entamé quelque chose avant, eh bien de le poursuivre ou de vous faire accompagner à ce moment-là. Ça peut vous aider sur différents plans, justement, comment mieux gérer cette fatigue. Parfois, effectivement, certaines personnes, surestiment un petit peu leur capacité actuelle, dépassent un peu leurs limites. Donc là, l'idée, c'est de prévenir un risque d'épuisement. Et puis d'autres personnes, par exemple, vont avoir besoin de ce soutien, de cet accompagnement parce que elles ressentent les émotions avec une sorte d'hypersensibilité. Et là aussi, il peut y avoir un travail à faire sur les émotions.
Donc voilà, ce n'est que 2 exemples, mais voilà, ça peut être important d'être accompagné et soutenu, à cette période. J'imagine que dans certains cas, il y a, on ne peut pas reprendre son ancien travail ou tout simplement on n'en a pas envie. Oui, je peux prendre la parole. C'est vrai que parfois, on est sur un poste, je l'évoquais tout à l'heure, par exemple, pour la personne que j'imaginais couvreur, ça m'est arrivé, un patient qui avait une tumeur cérébrale avec des crises d'épilepsie et qui était couvreur. Évidemment, on imagine bien que reprendre son ancien poste n'était pas compatible avec son état de santé, en tout cas sur la période où on l'accompagnait. Donc, une reconversion était indispensable si on souhaitait une reprise du travail. Donc, c'était quelque part imposé par l'état de santé et par le travail que la personne occupait. Et puis, d'un autre côté, on a aussi d'autres personnes qui pourraient continuer leur métier, mais qui ne le souhaitent pas. Euh, je crois, Géraldine, on a eu des personnes, il y a tout un changement qui peut C'est se vrai. Il y a des changements qui s'opèrent et le fait d'être en arrêt de travail sur une durée, souvent assez longue, ben, oblige à mettre entre parenthèses, hein, sa vie professionnelle et du coup, ça favorise, une prise de recul. Ça fait relativiser par rapport à tout ça et du coup, il peut y avoir un certain nombre de questionnements, qui peuvent conduire à redéfinir finalement un projet professionnel. Donc c'est pas rare effectivement qu'on rencontre ce genre de situation. Parfois, c'est imposé lorsque ça n'est pas possible, mais on observe aussi, ces changements qui interviennent après la maladie. Et j'ai envie de dire qu'il s'agit un peu de changement de valeurs. Alors les valeurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui compte pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est ce qui est important et on observe qu'il y a, de nouvelles priorités qui sont mises en place et que les personnes peuvent adopter, finalement comme une nouvelle philosophie de vie. C'est comme si tout était repriorisé et des choses qui sont aussi largement, relativisées et ce nouveau projet professionnel, eh ben, il peut venir pour se sentir finalement plus en accord avec soi-même, après tous ces changements qui sont intervenus, au cours et après la maladie. Il peut y avoir aussi des attentes un peu différentes par rapport au travail et je me souviens d'une personne que nous avions accompagnée, une femme qui avait eu un cancer du sein et qui travaillait dans une boutique de vêtements et c'est un métier qu'elle appréciait énormément. Mais après la maladie, elle s'est dit que ça lui semblait complètement futile que de retravailler dans ce magasin, de ranger des vêtements et de conseiller les clientes sur la couleur, qui lui irait le mieux. Elle avait envie de faire autre chose et elle avait envie d'avoir une profession dans laquelle elle pourrait, apporter de l'aide à d'autres personnes. Voilà, c'était son projet et c'était vraiment, pour se sentir finalement plus en accord avec elle-même. Voilà, il y avait un peu cette notion de futilité par rapport à son travail dans lequel elle ne trouvait plus de sens. Alors, quelles sont les clés de la reconversion? Je pense que Camille pourrait y Oui. répondre. Je pense que pour moi, le dispositif clé pour une reconversion, c'est le bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est 12 séances de 2 heures en rendez-vous individuel ou en rendez-vous extérieur pour les enquêtes métiers. Ce qu'apporte avant tout le bilan de compétences, c'est du temps. Le temps de ne penser qu'à son projet professionnel. Le bilan de compétences est souvent pris en charge par votre compte personnel de formation. Vous pouvez vérifier vos droits sur mon compte formation.gouv.fr et d'ailleurs, je vous invite à aller seulement sur ce site pour éviter les sites frauduleux et les démarcheurs. Il peut être demandé, ce bilan de compétences a été effectué sur le temps de travail, à l'appréciation de l'employeur. Vous pouvez aussi ne pas en informer votre employeur et l'effectuer en dehors du temps de travail. Grâce à ce temps dédié et au regard extérieur du coach professionnel, vous pouvez vous poser les bonnes questions. Quelles sont vos priorités? Quelle est la faisabilité et par quels moyens? On va prendre un cas concret, par exemple, c'est ouvrir un commerce et faire les marchés. Tout d'abord, il faut voir si cela répond à vos attentes personnelles. Dans mon organisation personnelle, est-ce que cela me convient? Est-ce que cela convient à ma famille de ne pas être présente le dimanche car je suis sur les marchés et le soir, pas avant 19h30? Il y a aussi la charge physique d'installer le matériel sur le marché. Est-ce que c'est possible?
Cela permet aussi d'évaluer la faisabilité. Est-ce que j'ai la possibilité financière d'investir dans une entreprise et dans le matériel nécessaire? Le coach professionnel va également discuter avec vous pour vous aider à vous connaître en tant que professionnel et quel est votre profil et quelle filière vous serez peut-être le plus adéquate. Par exemple, au vu de votre personnalité, vous êtes plutôt exécutant, les prises de décision, si vous travaillez seul, vont pas être faciles et puis la solitude du métier dans le commerce va peut-être pas vous convenir finalement. Et cela permet aussi de prendre le temps d'enquêter. Vous aurez des séances dédiées pour prendre des rendez-vous et aller voir sur le terrain les métiers qui vous intéressent et les organismes de formation. Et cela aussi va vous permettre également de planifier votre conversion à travers les enquêtes, en allant voir les organismes de formation, etc. Vous allez peut-être vous apercevoir que ce sera plus approprié pour votre situation de commencer votre formation en septembre 2025 et non pas en septembre 2024. Le temps de construire votre dossier de demande de subvention pour une nouvelle formation, d'évaluer les financements du projet, etc. Bon, bref, j'arrête l'exemple. Tout cela pour vous dire que le plus important pour une reconversion, c'est de prendre le temps. Et le bilan de compétences en est pour moi le bon outil. Et comme une reconversion peut prendre du temps, il est peut-être nécessaire parfois de retourner à son ancien poste, en temps partiel par exemple, et de profiter de vos droits à la formation cotisée dans cette entreprise pour mener à bien votre bilan de compétences et partir ensuite, une fois le projet de reconversion bien construit. Sachez en tout cas que vous avez également le droit d'effectuer un bilan de compétences et une formation pendant un arrêt de travail. Donc, comment on peut valoriser justement sa candidature, justement? Je pense que Madame de Blazy peut répondre sur cette question, sur ce point. Oui, effectivement, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience que, l'épreuve que vous avez traversée au cours de la maladie, c'est aussi, une possibilité pour vous de mettre en avant, des compétences que vous avez acquises pendant la maladie. Alors ces compétences, c'est ce qu'on appelle des soft skills, donc des compétences qu'on n'acquiert pas à l'école, mais qu'on acquiert par l'expérience. Et c'est vraiment l'occasion de les valoriser auprès d'un employeur, parce que ce sont des compétences qui sont particulièrement recherchées, dans la sphère professionnelle, et ce que vous avez vécu dans votre vie personnelle peut être transférable dans la vie professionnelle. Alors, de quoi je vous parle, hein, au niveau de ces soft skills? Eh bien, c'est par exemple, avoir effectivement, eu beaucoup de patience, avoir été endurant pendant toute la phase des traitements. C'est, avoir l'esprit d'équipe, parce que vous avez dû faire avec une équipe soignante pour, pour guérir, pour aller dans ses soins. C'est avoir aussi cette capacité à relativiser, à s'organiser, c'est-à-dire à gérer tous ces rendez-vous, ces examens et puis à concilier votre vie personnelle. Et puis, beaucoup de personnes aussi font preuve d'une très grande adaptabilité tout au long des traitements et même après. Donc voilà, il y a aussi certaines choses quand on souhaite parler de la maladie, eh bien, on peut aussi valoriser les compétences que vous avez acquises au cours de cette expérience. Dans l'entreprise et l'entourage professionnel, quelles sont les réactions au retour justement d'un collaborateur qui a été touché par la maladie? Écoutez, souvent au moment de la reprise, l'accueil est souvent bienveillant, hein, de la part du supérieur ou des collègues. Heu, voilà, on va faire preuve, de marque d'attention, hein, vis-à-vis de vous. Mais, il faut savoir qu'il va s'installer un phénomène d'oubli au fil du temps. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus vos collègues vont oublier que vous avez été en arrêt de travail pour des raisons de santé. Et il faut savoir aussi que les conséquences de la maladie et des traitements qui vont perdurer, comme on l'évoquait, la fatigue, les douleurs, ou ces difficultés de concentration, de mémorisation, tout ça, ce sont des conséquences qui ne sont pas visibles par l'entourage professionnel. Donc finalement, il faut que vous sachiez que, souvent, vos collègues et votre supérieur ne va même pas soupçonner ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Alors, les collègues aussi, à votre retour, savent pas toujours quelle attitude adopter. Certains vont s'attendre à ce que vous reveniez exactement comme avant. Ils vont faire comme si rien ne s'était passé en votre absence. D'autres vont être, gênés, embarrassés par cette reprise. Ils vont être un peu plus dans l'évitement. Voilà, il y a tout un tas de réactions, différentes et plus tard, quand vous aurez, repris depuis un certain temps, il peut y avoir des difficultés avec les collègues, notamment, si vous bénéficiez d'un aménagement de poste ou d'un temps partiel thérapeutique. Heu, Notamment, en plus, quand la charge de travail est redistribuée sur, le collectif, eh bien, certains collègues peuvent percevoir votre situation, avec un sentiment d'injustice ou
peuvent avoir l'impression que vous bénéficiez d'un certain nombre de privilèges. Donc là aussi, il faut essayer de déjouer un petit peu cette difficulté et n'hésitez pas à vous retrancher derrière le corps médical, puisque un aménagement de poste ou un temps partiel thérapeutique est préconisé par un médecin et que effectivement ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de ça, mais il y a bien une décision médicale et vous avez besoin effectivement de ces aménagements. Alors lors de cette reprise, donc plutôt après cette reprise, sur quel dispositif on peut s'appuyer? Je pense que le docteur Rollin justement doit avoir des pistes sur tous ces Oui. dispositifs. Oui. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est que la reprise du travail, ça nécessite plusieurs éléments de préparation. On a vu, il y a le côté médical, finalement où j'en suis de ma maladie, le côté personnel, le côté travail, et il faut faire le lien entre tout ça, quel dispositif je peux mobiliser et tout ça. Et donc, on voit bien qu'il y a différents acteurs qui vont vous aider. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une personne en particulier qui peut vous aider pour le retour au travail. C'est une espèce d'équipe, on va dire, qui, avec vous, va essayer de préparer au mieux cette reprise du travail. Donc, la première personne à qui vous pouvez en parler, ça va être votre médecin traitant ou votre oncologue pour lui dire question de travail, où j'en suis, qu'est-ce que vous en pensez. Et lui, souvent, va vous orienter vers un des acteurs du maintien dans l'emploi. On est assez nombreux. Vous avez vu, on a parlé d'assistants sociaux, de médecins du travail, de psychologues. Tout le monde n'a pas besoin de tout. Il y a aussi d'autres organismes, de Cap Emploi. Ce qu'il faut, c'est que vous alliez voir un de ces interlocuteurs et votre médecin traitant ou votre oncologue souvent va être capable de vous dire qui. Et une fois que vous avez eu accès à un des interlocuteurs, eh bien lui va savoir lesquels autres il faut mobiliser parce qu'il a l'habitude de travailler sur ce maintien dans l'emploi. Et on travaille en réseau de maintien dans l'emploi. Dans chaque service de santé au travail, par exemple, il existe ce qu'on appelle des cellules de maintien dans l'emploi où plusieurs professionnels travaillent ensemble sur le dossier d'une personne pour trouver ce qui est le plus approprié. Maintenant, c'est des dispositifs qui sont dans tous les services de santé au travail et qui existent. Donc, une des portes d'entrée qui semble la plus évidente pour les personnes qui sont salariées, c'est de rencontrer le médecin du travail pendant l'arrêt de travail et demander ce qu'on appelle une visite de pré-reprise. Et cette visite de pré-reprise, elle ne peut être demandée que par le salarié lui-même. Ça ne peut pas être l'employeur qui demande la visite parce que le salarié étant en arrêt, eh bien, c'est à lui de décider. Donc, c'est plutôt au salarié de solliciter le médecin du travail en disant « je voudrais faire le point sur quand va être ma reprise, etc. » Et donc, on sollicite une visite de pré-reprise. Je pense que c'est vraiment le conseil qu'on peut donner aux personnes qui sont en arrêt et qui sont salariées. Pour les chercheurs d'emploi, vous pouvez avoir accès à l'assurance maladie et on a une équipe d'assistantes sociales au niveau de l'assurance maladie qui est là qui est un des acteurs du maintien dans l'emploi et qui va vous diriger vers les autres. Donc ça peut être un point d'entrée. Pour les travailleurs indépendants, vous pouvez aussi solliciter l'assurance maladie comme porte d'entrée via les assistantes sociales et puis qui va solliciter la bonne personne derrière. Il y a aussi dans notre région et dans d'autres régions, on a un centre ici au CHU à Rouen, mais il y en a un aussi au CHU à Caen, un centre de consultation d'aide à la reprise du travail après cancer. Alors l'idée de ces consultations, ça a été mis en place il y a une quinzaine d'années, en se disant finalement, pour avoir un espèce de guichet unique pour les patients qui ont eu un cancer et qui peuvent être perdus dans cette nébuleuse d'acteurs, etc., et de se poser des questions sur le maintien de leur travail, etc., eh bien, c'est une consultation que vous pouvez solliciter pour faire le point sur votre situation. Et vous avez donc dans cette consultation 3 intervenants
Donc une assistante sociale, une psychologue et un médecin du travail. Et on essaye de faire le tour de votre situation et de vous faire rentrer dans ce réseau de maintien dans l'emploi, de vous guider vers les acteurs dont vous avez besoin et de vous expliquer les dispositifs. Donc cette consultation, elle est possible à votre demande. C'est quelque chose en plus qui a lieu à l'hôpital. Et puis, on va pouvoir vous mettre dans le chat le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous, tout du moins à Rouen. Et puis, sur le site de My Cancer Network, vous retrouverez comment s'adresser aux différents professionnels. Voilà ce que je voulais dire. L'important, finalement, c'est d'arriver à contacter quelqu'un de ce réseau. Et après, vous serez accompagné par l'ensemble du réseau. Il vous guidera vers les bonnes personnes. Mais il faut faire la démarche. Alors, c'est jamais trop tôt pour la faire. Par exemple, je parlais de la visite de pré-reprise. On peut se dire, ben non, c'est un peu trop tôt, je ne me sens pas capable, etc. C'est pas grave, on peut faire plusieurs visites de pré-reprise et donc de rencontrer son médecin du travail une première fois, ça peut être intéressant. Et puis de dire, ben, c'est pas pour tout de suite, mais au moins, il est au courant, il a le temps de réfléchir, de connaître l'entreprise, etc., pour vous guider au mieux. Donc, voilà, il faut le faire le plus tôt possible. Dès que vous avez des questions, ça permet d'enclencher la réflexion. Je vois le temps qui passe et on a beaucoup de questions, donc je vous ai transféré les questions. Donc si vous pouviez, voilà, si vous avez déjà des réponses à apporter, donc je vais sûrement transférer les autres questions. J'ai vu moi qu'il y avait pas mal de questions sur le temps partiel thérapeutique. Donc sur les conditions de mise en place, en fait, c'est un arrêt de travail à temps partiel. Donc on travaille l'autre temps. C'est prescrit donc par le médecin traitant sur le feuillet d'arrêt de travail habituel avec la petite case temps partiel thérapeutique. Il faut que l'employeur soit d'accord après pour que le travail puisse s'organiser à temps partiel. Et la troisième personne qui doit être d'accord, c'est le médecin du travail qui finalement émet cette préconisation aussi. Donc il y a finalement trois accords, prescriptions à avoir, l'employeur, le médecin traitant et le médecin du travail. Et on nous a demandé aussi quel pourcentage de temps. Est-ce que je peux travailler moins qu'un mi-temps? Alors, c'est possible, ça dépend des régimes. Dans le privé, c'est possible. En fonction publique, ça ne l'est pas. C'est minimum 50%. Donc, il y a des petits détails comme ça qui dépendent voilà, des régimes. On nous a demandé aussi la reprise. Donc, faire bien la différence entre la visite de reprise et la visite de pré-reprise. Donc, la visite de pré-reprise avec le médecin du travail, c'est pendant l'arrêt, c'est le salarié qui la demande. La visite de reprise, c'est autre chose. C'est dans les 8 premiers jours de la reprise, c'est obligatoire et c'est l'employeur qui doit l'organiser et la demander au médecin du travail. Et puis la dernière question que j'ai vue aussi, c'est quand on a plusieurs employeurs, on a donc plusieurs médecins du travail, il y a des possibilités qu'ils se coordonnent et qu'il n'y ait qu'un avis donné. Ça, c'est à voir avec son service de médecine du travail, comment ça s'organise, mais c'est possible de s'accorder. Alors, je vois également qu'il y a une question par rapport à la CARSAT pour les demandeurs d'emploi. Donc, en effet, quand je vous parlais du service social de la sécurité sociale, c'est le service social de la CARSAT, parce que la CARSAT est le volet social de l'assurance maladie, n'est pas que le volet retraite. Donc voilà, c'est auprès du service social de la CARSAT qu'il faut s'adresser pour les demandeurs d'emploi, également les indépendants ou même les salariés du secteur privé. Vous pouvez aussi vous adresser à eux si vous souhaitez être accompagné davantage pour la reprise du travail. Voilà, et moi j'avais reçu une question aussi au moment des inscriptions sur comment gérer le fait qu'en travaillant à mi-temps, la charge de travail peut être plus lourde ou mal estimée par l'employeur. C'est vrai que le temps partiel permet de reprendre son travail progressivement, mais d'un autre côté, il y a des inconvénients et effectivement, paradoxalement, le temps partiel thérapeutique peut induire une charge de travail supplémentaire.
Je vous explique pourquoi. Eh bien, le temps partiel thérapeutique va altérer votre continuité dans le travail. Vous allez y avoir des moments de présence, des moments d'absence, et vous allez devoir peut-être déléguer un dossier à un collègue en votre absence. Vous allez peut-être manquer une réunion, manquer une formation. Donc, vous allez perdre un certain nombre d'informations puisqu'il n'y a pas de continuité par rapport à une personne qui travaille à temps plein. Donc, pour essayer de limiter un petit peu cet inconvénient, il peut être intéressant que vous ayez une personne référente vers qui vous pourrez vous tourner justement pour récupérer ces informations. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Alors, après, à voir au niveau de la faisabilité comment c'est possible par rapport à votre environnement de travail, mais en tout cas, c'est une piste à explorer pour que vous puissiez avoir accès à toutes les informations, même en votre absence. J'ai vu une dernière question sur le temps partiel thérapeutique. Combien de temps ça peut durer? Ça dépend des régimes. En fonction publique, généralement, c'est déterminé, c'est maximum 1 an, sous réserve que les conseils médicaux, enfin, que le médecin du travail, il y a des accords en fait à avoir, mais c'est 1 an maximum. Dans le régime privé, c'est un petit peu différent. Les droits à arrêt maladie sont de 3 ans au total maximum, sinon on bascule dans un autre dispositif. Mais de toute façon, c'est le médecin conseil qui est là pour adapter les choses et qui valide en fait cet accord de temps partiel thérapeutique. Donc, c'est un peu moins déterminé que c'est 1 an, c'est un peu plus flou. On est plutôt sur du 6 mois renouvelable jusqu'à épuisement des droits à l'arrêt maladie, à ce que j'ai lu. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions ou Je pense. oui, il y a encore des questions. Donc, je pense. Si on devait retenir une idée forte, si vous deviez vous retenir une idée forte, ce serait laquelle? La question. Eh bien, pour ma part, ce serait effectivement de s'accorder ce temps de convalescence, qui est vraiment important, et de garder le lien avec son, son employeur, en tout cas autant que possible. Pour ma part, ce serait l'accompagnement par les professionnels. Je pense que c'est vraiment important de s'entourer des professionnels sachant sur le sujet et des professionnels aussi qui peuvent vous écouter et vous soutenir de manière objective et neutre et voilà, qui peuvent vous accompagner pour ce parcours de la reprise. Et puis, pour moi, j'aimerais aussi insister sur le fait qu'on a parlé de plein de difficultés, etc., mais qu'il y a des fois où ça se passe très, très bien et qu'il n'y a même pas besoin d'accompagnement. Parce que forcément, nous, on est sollicité par les personnes où il y a des questions, où il y a des difficultés. Donc, forcément, notre regard est un peu biaisé parce que si tout se passe bien, on n'a pas besoin de nous et tout se déroule sans problème. Donc, il faut aussi le souligner, c'est que parfois, ben, tout se déroule naturellement et que ça se passe bien, ça me semble aussi important de le dire. Alors, et j'ai une question qui vient d'arriver. Je pense que ça peut-être pour Géraldine, c'est après un mi-temps thérapeutique d'une durée de 3 mois auprès de mon ancien employeur, j'ai trouvé un nouvel emploi à plein temps pendant cette période. Quels conseils me donneriez-vous pour mieux vivre cette nouvelle organisation? Alors, je ne sais pas, le docteur Rollin pourra compléter aussi, mais c'est vrai que c'est toujours des paliers à passer, hein, les augmentations du temps partiel pour retourner effectivement à un temps plein. Voilà, il est important que vous vous accordiez du temps de repos et ce qui est difficile parfois à accepter, c'est que il va falloir que vous priorisez les choses, notamment à la maison, parce que là, il n'y a pas d'arrêt de travail. Donc voilà, essayez de prioriser les choses au maximum. Il y a des choses qui peuvent attendre. Voilà, on n'est pas surhumain et dans cette période d'adaptation, puisque là, effectivement, vous avez franchi un palier, je pense que c'est vraiment ça, c'est de se dire, voilà, si je n'arrive pas à faire ça, je dois privilégier effectivement ces temps de repos. Je ne sais pas si le docteur Rollin a quelque chose à rajouter. Non, je trouve que c'est voilà, c'est très. Je suis tout à fait d'accord avec Madame de Blazy. J'ai pas d'éléments supplémentaires.
J'étais en train de lire les nouvelles questions qui, qui Justement. arrivent. Donc, je vois, on m'a parlé de la CARSAT pour les demandeurs d'emploi pour une reprise du Mm. travail. En fait, la CARSAT, c'est l'assurance maladie. On voit souvent ça sous l'angle de la retraite quand on parle de la CARSAT. Mais en fait, le service social de l'assurance maladie dépend de la CARSAT. Donc, c'est souvent pour ça qu'on dit aller voir la CARSAT. En fait, on veut dire aller voir le service social de l'assurance maladie qui dépend finalement de la CARSAT. Alors je vais me permettre de rebondir tous les mois. Alors donc pour l'instant c'est normand. Donc tous les mois la CARSAT de Normandie organise ce qu'on appelle un Bicast. Donc c'est une plateforme de chat où justement on peut poser toutes les questions justement liées aux droits et aux devoirs quand on est en arrêt de maladie et la reprise du travail. Donc c'est une fois par mois. Il passe justement sur le site de My Cancer Network pour justement le proposer aux personnes qui ont été touchées par la maladie. Donc pour l'instant c'est vraiment normand, donc c'est une expérience, c'est expérimenté en Normandie. Donc voilà, mais ça serait intéressant que d'ailleurs ça soit déployé un peu partout aussi après. Voilà. Donc effectivement la CARSAT répond aussi à toutes ces questions-là. Je vois une question, le médecin du travail peut-il nous obliger à reprendre le travail? Alors non, c'est pas du tout sa mission. Le médecin du travail, finalement, on le rencontre lors de la reprise. C'est l'employeur qui sollicite cette visite de reprise. Donc, vous voyez qu'il faut déjà que votre médecin traitant ait arrêté votre arrêt de travail. Alors, celui qui peut mettre fin et vous obliger à reprendre en disant j'arrête les indemnités journalières liées à l'arrêt de travail, c'est le médecin conseil de l'assurance maladie. Ça, c'est possible par le médecin conseil de l'assurance maladie, mais pas par le médecin du travail. Alors, je ne sais pas s'il reste encore des questions. Je regarde, et apparemment il n'y en a plus. Bah, je tenais à vous remercier déjà les trois intervenantes pour cette présentation et les réponses aux questions. Donc voilà, c'était très intéressant et enrichissant. Donc voilà, le webinaire est enregistré, donc on fera après montage, etc. Je ferai donc un envoi à tous les participants. Donc j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, vous avez aussi maintenant le mail de My Cancer Network. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Voilà, nous on s'appuie donc sur notre réseau de professionnels et ça permet aussi, voilà, si vous avez des questions, d'y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas. Et voilà, et là les prochains webinaires donc sont sur la sexualité et cancer, donc féminine au mois d'octobre et masculine, qui sera animé par un psychologue, sexologue qui s'appelle Richard Clotio. Donc n'hésitez pas, voilà, ça va être très intéressant parce que voilà, j'ai déjà travaillé avec lui, voilà, c'est un très bon animateur justement intervenant plutôt, oula, intervenant justement sur cette thématique. Donc je vous remercie beaucoup. Donc et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir, merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.